Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. Merci à Casper pour l'invitation, ainsi qu'au Consortium de recherche en politique pharmaceutique. Le régime québécois de l'assurance médicaments hybrides, un modèle à la dérive. En fait, je vais vous parler de 4 dimensions du régime. La dimension de l'accès, la dimension de l'équité et la question de la soutenabilité financière. Ensuite, on va regarder quelles réformes pourraient être nécessaires. Au Québec, on a un régime universel hybride public-privé. Donc hybride, on a un régime universel, donc tout le monde est couvert, hybride soit par le public, soit par le privé. Au niveau de l'accès aux médicaments, le Québec est véritablement un modèle si on se compare au reste du Canada. Au Québec, seulement 4,4% des Québécois admettent ne pas avoir respecté au moins une prescription du médecin pour des raisons de coûts financiers. C'est 8% en Ontario, c'est presque 12% dans le reste du Canada. Donc, au niveau de l'accès aux médicaments, le Québec se mérite une très bonne note. Malgré tout, ce n'est pas parfait. Tant qu'on garde une coassurance, tant qu'on garde des franchises, la situation financière des individus détermine toujours, au moins en partie, leur niveau d'accès aux médicaments, mais le Québec se situe quand même très bien. L'équité du régime hybride commence à être un petit peu plus problématique. Il faut comprendre, au niveau de l'équité, lorsqu'on regarde le régime public, les primes annuelles est basée sur le revenu familial net. Donc, il y a un très grand souci d'équité au niveau du régime public. Lorsqu'on regarde au niveau des régimes privés, le souci d'équité disparaît. Faut comprendre que la participation d'un travailleur à un régime privé est obligatoire si le régime est disponible. Donc, cette notion d'obligatoire ici, elle est importante. Tout employeur qui offre des avantages sociaux à ses employés doit nécessairement inclure l'assurance médicaments au Québec. Mais il faut comprendre que pour les travailleurs, les primes des régimes privés sont déterminées non pas à partir de leurs revenus, elles sont déterminées selon le montant des dépenses au sein du groupe d'assurés. Donc, un petit peu, ça va dépendre de la consommation de médicaments au sein du milieu de travail. Donc, si on se retrouve dans un milieu de travail, disons, de 25 employés, des personnes plus âgées, avec plus de maladies chroniques, par exemple, on se retrouve avec des primes qui sont beaucoup plus élevées et qui n'ont peut-être aucun lien avec le revenu de l'employé. Je travaille avec des groupes de consommateurs, Protégez-vous par exemple, j'ai travaillé aussi un peu avec l'Union des consommateurs. Quelques cas qu'on a eu par exemple. Une étudiante à temps plein à Sherbrooke, mariée, un enfant, tout le monde en santé, elle travaille 2 week-ends par mois comme préposée aux bénéficiaires. Son salaire mensuel net est de 514 $. Mais pour travailler comme préposé aux bénéficiaires, sa prime mensuelle obligatoire pour les médicaments est de 190 $. Donc ici, on se retrouve pour les travailleurs précaires avec une certaine difficulté pour donner un incitatif au travail avec des charges au niveau des primes qui sont de cet ordre-là. Un autre cas qu'on avait eu, c'était la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma, la SARTEC. On parle des éternels pigistes, là, grosso modo. Donc, c'était des gens qui étaient un peu plus âgés, des travailleurs précaires à temps plein, si on veut, et ils se regroupent ensemble pour se donner certains bénéfices sociaux, une certaine sécurité financière au niveau d'assurance salaire, etc., mais ils sont obligés d'inclure l'assurance médicaments. Et là, on se retrouvait avec des cas qui avaient aucun sens. Une famille avec un revenu net de 20 000 $ par année pouvait se retrouver à payer un total de primes et de différentes contributions de 2 500 $ par année. Évidemment, dans ce cas-là, la personne, son adhésion à la SARTEC est volontaire. Elle adhère pas à la SARTEC, mais à ce moment-là, elle adhère à aucune possibilité de sécurité financière non plus. Un autre cas qu'on avait eu, des plaintes de sidéens pour discrimination sur le lieu de travail, pas parce qu'ils avaient le sida, parce que lorsqu'ils étaient embauchés sur le lieu de travail, l'année suivante, lorsqu'on révise les primes, comprenez que les primes annuelles d'un régime privé sont déterminées selon les dépenses de l'année antérieure. Donc, une année après avoir été embauché, l'augmentation des primes de l'ensemble des employés sur le milieu de travail était relativement énorme et les gens se plaignaient
que la personne fasse partie du milieu de travail. Par exemple, 25 employés, si le coût du traitement pour le travailleur est de 12 500 $ par année, ça signifie une augmentation des primes de chaque employé de 500 $ par année. Donc, c'est la question de l'équité. La question des coûts est, en fait, ici, je crois, la plus importante. Le Québec a dépensé environ 7 milliards de dollars en médicaments prescrits en 2010. Et il faut comprendre, depuis 1985, la part des dépenses en médicaments est passée de 8% à 20% de l'ensemble des dépenses de santé. Et la croissance des dépenses en médicaments représente 25% de la croissance des dépenses en santé au Québec. Les dépenses publiques représentent environ la moitié des dépenses en médicaments prescrits et l'autre moitié provient des assureurs privés et des quote-parts, des co-assurances payées par les patients. Ici, c'est important, c'est le Canada, parmi l'OCDE, on est le deuxième pays après les États-Unis en termes d'importance des assureurs privés pour donner une couverture d'assurance médicaments. Et le Québec, on est le plus important parmi les provinces canadiennes. Si on regarde au niveau des coûts des médicaments prescrits, là ici, c'était pour 2005, ça date un peu, c'était pour les pays de l'OCDE, c'est le prix de détail, donc c'est le coût du manufacturier, la marge du grossiste, les frais d'ordonnance et la marge de la pharmacie et les taxes s'il y a lieu, donc le prix de détail pour les mêmes unités de médicaments. Ce qu'on voyait, c'était le Canada était plus cher que les États-Unis, particulièrement pour le prix des génériques qui était tout simplement scandaleux. Et le Québec était la province la plus chère parmi l'ensemble du Canada. Bon, qu'on paie des médicaments plus chers, il y a différentes raisons. Entre autres, on accepte de gonfler artificiellement le coût des médicaments comme pour attirer plus de recherche et développement. Mais ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la question de la croissance annuelle. Ici, on a une croissance annuelle réelle moyenne par capita des coûts des médicaments prescrits de 2001 à 2009. La croissance au Canada est là où est-ce que on est un des pays de l'OCDE où est-ce qu'on contrôle le moins la croissance des coûts et le Québec a la pire note pour les provinces canadiennes. Si on regarde des pays comme la France, le Royaume-Uni, la Suisse, la Suède, c'est des pays qui ont tous une forme ou une autre de régime public universel d'assurance médicaments et qui réussissent beaucoup mieux à contenir les coûts. Pourquoi est-ce que ça coûte cher et que la croissance est si forte? La raison principale reste que l'assurance privée est inefficace. Bon, les frais d'administration sont beaucoup plus élevés. On parle de 8% pour les assureurs privés, 2% pour la RAMQ. Mais, et c'est un truc que moi j'ai trouvé fascinant dans mes recherches, c'est que lorsqu'on regarde la structure financière des régimes privés, les compagnies d'assurance privées pour l'assurance médicaments, que ce soit pour un programme assuré ou lorsqu'on charge uniquement pour les services administratifs, là, il y a différentes technicalités. Au bout du compte, la compagnie d'assurance est payée en termes de pourcentage des dépenses. Donc, son incitatif financier, ce n'est pas de réduire les coûts. Au contraire, son incitatif financier, c'est d'augmenter les coûts le plus possible. Évidemment, il y a une certaine concurrence entre compagnies d'assurance, mais on a un système complètement oligopolistique. On a 3 compagnies qui contrôlent les 2/3 du marché canadien de l'assurance médicaments. Ça pose problème. Donc, au bout du compte, au niveau de la structure économique, on a toujours cet incitatif financier pour augmenter les coûts. Régime privé, entre autres, incapable de marchander des meilleurs prix. Au Québec, un des cas patents, c'est la question des frais d'ordonnance. Les frais d'ordonnance et les marges des pharmacies sont beaucoup plus élevés, en fait, au Québec que dans les autres provinces. Et aussi, les frais d'ordonnance des régimes privés sont de loin supérieurs qu'au régime public. Le régime public, il y a une régulation, c'est autour de 8,65 $, je crois, par prescription. Alors qu'avec le régime privé, le même médicament, le frais d'ordonnance peut être 10 $, 20 $, 30 $, 40 $, ça dépend de quelle pharmacie vous allez. Il n'y a aucune réglementation, si ce n'est que l'assureur doit obligatoirement rembourser le frais d'ordonnance, même si celui-ci peut être jugé excessif. Un autre des problèmes et qui est lié un petit peu à la nouvelle conjoncture dans le secteur pharmaceutique, où est-ce qu'on a une multiplication des ententes confidentielles, puisque le régime public
détermine aussi le prix, le coût du manufacturier du médicament pour les régimes privés. Le système actuel fait en sorte que, bon, d'une part, les assureurs privés ne font pas, d'entente confidentielle, donc ne peuvent pas obtenir des rabais supplémentaires sur le prix des médicaments brevetés, mais en plus empêchent le régime public de faire ce type d'entente confidentielle de la même façon. Donc, ça crée une inefficience aussi au niveau des régimes publics, alors que les régimes publics de toutes les autres provinces, sauf Terre-Neuve, participent à ces ententes confidentielles qui permettent de réduire les coûts. Dernière chose, assurance privée, pas de discrimination des nouveaux médicaments, même si ceux-ci ne représentent aucun bénéfice thérapeutique. Je crois que c'est 95% des régimes d'assurance médicaments privés qui sont ouverts, à savoir que n'importe quel nouveau médicament vont être acceptés pour le remboursement, même si ça ne représente aucun bénéfice thérapeutique. Gardez en tête, bon, en gros, c'était pour dire que 80% des nouveaux médicaments qui arrivent en fait, plus de 80% des médicaments qui arrivent sur le marché ne représentent aucune avancée thérapeutique par rapport à ce qui existe déjà. Dans mon rapport sur l'assurance médicaments en 2010, bon, je vais regarder pour l'ensemble du Canada, on avait juste une comparaison statique entre combien on paie actuellement et combien on paierait si on avait un régime public universel. Donc, il faut prendre en considération qu'on augmente régime public universel à partir du premier dollar dépensé, donc aucune coassurance, aucune franchise. Donc, il faudrait prendre en compte qu'il y aurait une hausse de la consommation, mais en même temps, il y aurait possibilité de contrôler beaucoup mieux les dépenses. Et au bout du compte, on se retrouverait avec des économies nettes d'environ 10% avec un régime public universel. Ce qui laisse aussi la place, si ensuite, une fois qu'on a un régime de base universel public pour tous, si une compagnie veut offrir des avantages supplémentaires à ses employés, elle le peut, mais au moins, on a un régime qui est équitable, qui est universel et qui est fonctionnel et efficace. Bon, je vais passer à la question des politiques d'innovation qui sont inefficaces. On augmente artificiellement le prix des médicaments brevetés pour attirer l'investissement en recherche pharmaceutique. Faut comprendre que total, la recherche pharmaceutique, 485 millions au Canada, mais le total des aides financières publiques est de l'ordre de 688 millions. Il y a un grave problème. Là, il faudrait arrêter de gonfler artificiellement les coûts. Donc, en 30 secondes pour l'état de la situation. En termes d'accès, c'est très bien pour le Québec, mais ça reste problématique. En termes d'équité, c'est très problématique, particulièrement pour les travailleurs précaires avec un régime privé. En termes de soutenabilité, de pérennité du système, c'est insoutenable à long terme en ce moment. Le Québec s'est doté d'un système d'assurance médicaments à l'américaine, un peu comme le Obamacare, et on obtient des résultats à l'américaine, à savoir on a une inéquité, gaspillage et des coûts faramineux. Au niveau des réformes nécessaires, faudrait, je crois, d'abord et avant tout, enlever la question de rendre obligatoire les régimes privés d'assurance médicaments. Le problème, c'est que si ce n'est plus obligatoire, à ce moment-là, on peut s'attendre que tous les mauvais risques vont se précipiter dans le régime public et uniquement les bons risques vont rester dans le régime privé. Puis effectivement, c'est problématique. À ce moment-là, l'idée d'un régime public universel, c'est pour s'assurer que l'assurance privée n'est pas là uniquement pour gérer les patients qui sont rentables et que les autres, on les laisse au public. Un régime public universel au niveau du financement n'est pas si problématique. Simplement, les primes payées dans les régimes privés seraient maintenant des primes payées dans le régime public, mais au bout du compte, on se retrouverait avec un revenu disponible du travailleur qui serait plus élevé. Moi, je serais très confortable pour aller en campagne électorale avec ça. Finalement, vous ajoutez à ça un pôle d'achat de médicaments lié à une évaluation pharmaco-économique efficace et vous avez tous les éléments pour que le modèle québécois devienne un véritable modèle pour l'ensemble du Canada. Merci.